Bonjour à tous. Je vous retrouve sur une image du pic du Midi, vue de Chamonix. Autre petit clin d'œil à une contribution qui nous invitait à prendre de la hauteur, ce qui correspond tout à fait à notre programme aujourd'hui. Je vous rappelle que la question que nous allons nous poser aujourd'hui est celle de savoir si le bonheur ne dépend pas plus de conditions spirituelles. Nous étions partis des conditions matérielles et nous avions vu que le lien entre bonheur et prospérité n'est pas celui qu'on croit et qu'il y a finalement une assez faible corrélation entre bonheur et richesse, peut-être à l'exception des cas où, dans l'extrême pauvreté, les besoins fondamentaux de l'individu ne sont pas satisfaits. Ce qu'on constate, c'est que même si le niveau de vie a beaucoup augmenté, c'est considérablement même élevé dans beaucoup de pays durant les 50 dernières années. Le taux de bonheur n'a pas forcément suivi. Aujourd'hui, le taux de banqueroute affective personnelle n'a cessé d'augmenter. Un tiers des adolescents américains souffrent de dépression et partout dans le monde, les jeunes se disent plus angoissés que par le passé, avec pour symptômes un manque d'énergie paralysante, une sensation d'accablement, d'auto-apitoiement constant, un sentiment d'impuissance qui peut mener au défaitisme et un sentiment de vacuité intérieure. Peut-être parce que l'un des traits marquants de notre société, souligné par nombre de sociologues, est ce qu'on appelle la routinite aiguë, maladie moderne qui sévit dans nos sociétés matérialistes où tout est bien réglé, peut-être trop bien réglé, et où une sorte de routine confortable induit une baisse de motivation, une sorte de morosité, voire de perte de sens, une sorte de désenchantement. Cette difficulté donc à être heureux qu'on avait noté, malgré une opulence de biens matériels, est peut-être justement liée au fait que, à force de mettre notre énergie à l'extérieur de nous et de tout bien régler à l'extérieur de nous, nous oublions finalement le plus important qui est de cultiver notre esprit. Alors pourquoi est-ce que nous faisons ça? Sûrement à la base parce que nous sommes programmés pour accumuler des biens, accumuler de l'argent en tant que cueilleurs-chasseurs. Depuis l'époque des cavernes, nous sommes faits pour stocker, stockage qui à la base servait à survivre. Et le problème, c'est peut-être justement qu'aujourd'hui, on s'est mis à vivre pour accumuler au lieu d'accumuler pour vivre. Pour illustrer cette tendance triste, on pourrait dire qu'en 1968, 41% des Français déclaraient vouloir gagner beaucoup d'argent et 83% disaient vouloir avant tout parvenir à une vision de la vie qui ait du sens à leurs yeux. Et en 1997, la tendance s'était très largement inversée. C'était 75% contre 41%. Et à trop vouloir posséder de biens, on finit peut-être par éviter de cultiver l'essentiel, qui est le bien-être intérieur. Et peut-être aussi qu'en possédant trop de choses, on finit par tuer le désir. Comme le disait un penseur qu'on a déjà croisé quelques fois, Oscar Wilde, il y a deux tragédies dans la vie. L'une est de ne pas avoir ce que l'on désire, l'autre est de l'obtenir. C'est peut-être là que nous faisons fausse route et qu'il faut justement réapprendre à cultiver les conditions spirituelles du bonheur au lieu de nous concentrer sur l'obtention de biens extérieurs qui nous détournent de l'essentiel. C'est donc là-dessus que nous allons réfléchir aujourd'hui. Alors vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des témoignages et des citations qui allaient dans ce sens. Et d'ailleurs, ça m'a souvent serré le cœur en vous lisant, de voir combien vous aviez déjà parcouru un beau bout de chemin du haut de vos 17-18 ans. Peut-être que vous y avez été aidé par le confinement, qui nous a tous obligés en quelque sorte à nous détourner justement de la vie extérieure et de la vie agitée et consumériste sociale, et qui nous a obligés à nous recentrer justement sur notre intériorité et sur des choses plus essentielles, à voir un petit peu ce qu'on avait dans nos tripes pendant toute cette dernière année. Pour partir de quelques citations que vous m'avez envoyées, j'en ai choisi trois que j'ai trouvées magnifiques.
La première, qui correspondent à ce qu'on va développer aujourd'hui, la première du Dalai Lama, qui nous dit que le vrai bonheur ne dépend d'aucun être et d'aucun objet extérieur, qu'il ne dépend que de nous. C'est exactement ce on va voir aujourd'hui. La deuxième, qui est tirée d'un philosophe qui va jalonner notre parcours aujourd'hui, un sage de l'Antiquité, un stoïcien qui représente donc une source d'inspiration millénaire sur le thème de la sagesse, nous dit que le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais au contraire à ne rien désirer parce qu'il consiste à être libre, ce que j'ai souvent retrouvé dans vos contributions. Et la troisième, d'un autre philosophe stoïcien antique, cette fois de la Rome antique, qui synthétise encore mieux tout ça. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. C'est exactement ce sur quoi on va se baser aujourd'hui. Alors comment faire en sorte d'avoir des pensées propices au bonheur. Alors j'en profite pour vous préciser qu'aujourd'hui on va faire un parcours qui reste assez léger dans cette vidéo et où je vais reprendre certains éléments d'une conférence précédente de neurologie. Et pour ce qui est des textes philosophiques, nous les verrons ensemble en classe la semaine prochaine quand on pourra se retrouver en live. Je vous distribuerai alors des textes de philosophes choisis en même temps que les polycopiés de cours. Et on verra donc ces références pour le bac et on creusera ces textes de philosophie. Donc c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui, donc comment développer des conditions spirituelles et un bon mental. Pour développer un mental qui est propice au bonheur, peut-être que l'une des erreurs les plus communes à éviter, c'est de confondre le plaisir et le bonheur. La recherche du plaisir, qui est évidemment au cœur de notre quotidien, on va le voir, ne comble pas forcément l'attente de bonheur. Alors pour mieux expliquer ce point, je vous propose de commencer par bien distinguer les deux. Pour expliquer cette différence, on va partir d'une formule de Barbey d'Aurevilly. Le plaisir est le bonheur des fous et le bonheur est le plaisir des sages. Ce que veut dire d'Aurevilly, c'est que le plaisir, on le sait tous d'expérience, est certes quelque chose de plus intense, mais aussi de plus courte durée que le bonheur. Pensez par exemple au plaisir de manger un gâteau, qui est certes intense, mais qui peut être encadré de deux moments beaucoup moins agréables. Par exemple, un moment de lutte pénible pour essayer de résister au gâteau, et puis ensuite un moment de mécontentement suite au fait d'y avoir cédé. Le bonheur, lui, est quelque chose de plus diffus, peut-être moins fulgurant, mais du coup qui perdure et qui a des racines plus solides et plus profondes. Et on va voir que ces racines, elles sont justement dans notre vision du monde et dans notre mental. Alors bien sûr, le plaisir est l'une des voies d'accès au bonheur, mais il ne faut pas le confondre avec lui. Parce qu'on peut tout à fait s'épuiser dans la recherche de plaisir, particulièrement les plaisirs des sens, sans pour autant trouver le bonheur. À la manière par exemple de Sam Polk dans Le Loup de Wall Street dont on parlait la dernière fois, ou encore pour reprendre une figure qu'on a déjà croisée en classe, à la manière de Don Juan, qui devient en quelque sorte esclave de son bonheur sensuel, ou encore du roi dont on parlait la dernière fois, qui en quelque sorte s'épuise en plaisir de bouche jusqu'à éprouver de la colère. Alors si on mise sur le plaisir, on sait qu'il en faut toujours plus, parce que tout va en s'usant, et donc on retombe aussi sur le scénario maudit du tonneau des Danaïdes. Et pire, on pourrait dire que la recherche du plaisir peut en quelque sorte être un obstacle à la recherche de bonheur, puisque en tant que voie de perdition, il peut, dans le cas de la débauche, produire tout le contraire. On peut ici penser à la descente aux enfers de Dorian Gray, qu'on avait cité aussi en classe dans le roman d'Oscar Wilde. C'est pourquoi justement de tout temps, le sage, celui qui trouve un bonheur stable, est en général vu au contraire, on l'a vu la semaine dernière, comme celui qui réussit à s'émanciper du plaisir, à ne pas en être esclave, comme dans le cas d'Épicure.
avec son régime plutôt ascétique. Alors une autre erreur commune consiste à confondre le bonheur et la joie. Euh, la joie est une sorte de moment d'exultation qu'on peut qualifier de réaction à un événement, donc lié à une cause extérieure, alors que le bonheur, on va le voir encore une fois, est quelque chose qui vient plus de l'intérieur. La joie est souvent en ce sens assimilée à une excitation, on saute de joie, alors que le bonheur tend davantage vers un état de calme et de paix. On ne saute pas de bonheur. En ce sens, à nouveau, la joie est plus dans l'instant, une émotion intense, mais là encore plus brève. On dit parfois d'ailleurs que la joie est une incarnation du bonheur dans son expression en quelque sorte minimum dans le temps et maximum en intensité. Alors si le plaisir et la joie sont donc des compagnes du bonheur, elles ne suffisent pas à le définir. En fait, pour être heureux, comme on va le voir, il faut quelque chose de plus solide. On parlait de racines plus profondes à travers donc le fait de développer un bon mental. Bien sûr, ne pas être torturé moralement, mais aussi se sentir en accord avec soi-même, c'est-à-dire s'accepter tel qu'on est et accepter le monde et être capable de faire avec ce qu'on a, même quand la situation n'est pas idéale. C'est tout ça qu'on va creuser ensemble à travers les textes de philosophes. Alors comme le disait déjà Socrate, donc à Athènes, le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Comme certains d'entre vous l'ont très bien dit dans leur contribution, se sentir heureux, c'est avant tout être capable de s'accepter soi-même, au lieu de sans cesse chercher à se faire accepter par les autres, ce qui est peut-être vain. Et ça implique un long chemin. Beaucoup ont formulé le fait que finalement le bonheur était aussi associé à la paix, un état de sérénité. Et donc, si le bonheur est avant tout un état d'esprit, on va voir que justement, il s'agit de la façon dont on regarde les choses. Un exemple souvent pris, c'est celui du verre à moitié plein et à moitié vide. Être capable de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est ce qui permet justement peut-être de garder le sourire dans l'adversité et qui donc peut illustrer le fait que c'est en ayant un état d'âme fort et serein, un esprit positif qu'on a le vrai trésor, plus qu'en accumulant des biens extérieurs. Celui qui est capable de ça, qui donc même dans les situations qui sont loin d'être idéales, continue à avoir un état d'esprit positif, et bien comme on l'a vu à travers ces citations de philosophes antiques, est celui qui a un vrai trésor. Alors pour illustrer ça, imaginons un petit conte de fées. Imaginons une première fée qui se pencherait sur le berceau d'un nouveau-né et qui lui offrirait la beauté. Une deuxième qui lui offrirait l'intelligence, la troisième lui offrirait la richesse, et la quatrième d'être toujours de bonne humeur, optimiste et serein. Ne pensez-vous pas que le cadeau de la dernière serait probablement le plus désirable des quatre, celui qui en quelque sorte vaut plus que même les trois premiers réunis. Pour illustrer ça, on va prendre un exemple artistique, cinématographique, à travers un film de Benigni sorti en 1997 qui s'appelle La vie est belle. C'est certainement l'un des exemples les plus poignants de la fonction de l'optimisme qu'on trouve dans ce film. C'est une fable qui est à la fois souriante et puis cruelle, où Benigni joue le rôle d'un père déporté en camp de concentration avec son jeune fils. Et voulant protéger l'enfant des souffrances et de la violence de l'univers concentrationnaire, ce papa invente une sorte de gigantesque illusion positive à laquelle il fait adhérer son fils. Il lui présente la survie dans le camp comme une sorte de jeu de piste grandeur nature, un peu violent, mais dont ils vont essayer tous les deux de sortir vainqueurs pour gagner le premier prix dont rêve le petit garçon, c'est un char d'assaut. Et grâce à l'énergie positive déployée par son père pour rendre crédible cette illusion, non seulement le petit garçon va s'en sortir vivant,
mais même finir par monter dans le tank de soldats américains venus libérer le camp. On a ici une illustration assez incroyable de la fonction que peut avoir l'optimisme pour transcender le réel. Pour creuser encore un peu plus, c'est l'importance de cette disposition psychique et donc des conditions spirituelles dans l'accès au bonheur. Je voudrais vous parler d'un livre qui est à la croisée de la science et de la philosophie. Un livre merveilleux écrit par un homme qui est à la fois neurologue de formation, philosophe, photographe, et puis moine bouddhiste, qui sert d'ailleurs d'interprète français au Dalai Lama. Il s'agit de Mathieu Ricard qui, dans son best-seller Plaidoyer pour le bonheur, réfléchit sur les conditions justement spirituelles du bonheur. Alors, dans un paragraphe qui moi m'avait beaucoup touché, il raconte un épisode en apparence assez anodin où il compare l'attitude de deux amies, deux femmes qui viennent lui rendre visite dans son monastère tibétain flanqué sur les flancs de l'Himalaya pendant la période de la mousson. Et donc il explique que pendant cette période, puisqu'on ne peut arriver à son monastère qu'à pied, il faut affronter les torrents de boue qui dévalent la montagne et qui rendent l'ascension assez compliquée. L'une des deux femmes arrive en s'amusant. Elle s'amuse à sautiller d'une pierre à l'autre pour éviter les mares de boue. Donc elle arrive en souriant, en faisant remarquer que ce qui est chouette pendant la mousson, c'est qu'il n'y a plus du tout de poussière. Et puis l'autre arrive en pestant, en sautant d'une pierre à l'autre, craignant sans cesse de tomber. Elle fait remarquer que c'est dégoûtant toute cette boue pendant la mousson. Alors ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que en fait, pour les deux femmes, la situation est, sur le plan factuel, exactement la même. Ce qui diffère totalement, c'est le jugement qu'elles portent dessus. Et on peut voir là une métaphore de l'existence. Puisque d'après Ricard, ça montre que nous créons notre bonheur ou notre malheur bien plus que la situation que nous vivons. Et c'est déjà justement ce qu'exprimait ce grand philosophe antique Épictète lorsque il expliquait que ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais les opinions qu'ils s'en font. Cette idée, en fait, elle va être reprise au fil des siècles, très fortement exprimée, très puissamment exprimée ici par Épictète. On la retrouve, par exemple, 25 siècles plus tard, dans la bouche du Dalai Lama, à travers une image que j'ai trouvée assez savoureuse. Certains regardent la vase au fond de l'étang, d'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. Il s'agit d'un choix. J'ai bien aimé cette image parce qu'elle nous rappelle à tous que, en quelque sorte, nous faisons le choix de notre météo intérieure et que il dépend de nous de continuer à être, en quelque sorte, des soleils, même quand il y a des nuages alentour. C'est pourquoi, donc, il dépend de nous d'être heureux et que, alors, le Dalai Lama a une autre image assez poignante quand il dit il faut arrêter de nourrir nos rats. Arrêter de nourrir nos rats, c'est une image assez forte si on comprend que nos rats, ce sont nos peurs, ce sont nos complexes, nos fausses croyances et aussi peut-être nos envies de nous faire plaindre. Et en fait, cette idée, là encore, était déjà défendue dans l'Antiquité par le grand philosophe grec Aristote, qui expliquait que la clé du bonheur est peut-être justement dans la capacité à transcender nos imperfections et celles de l'existence sans les laisser nous démolir et nous agacer. L'une des citations d'ailleurs que vous m'avez envoyée était de lui et très belle, c'est celle qui est juste là. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Ce qui demande aussi beaucoup de sagesse et de travail. Alors pour illustrer cette fois plus scientifiquement la force du mental, j'ai envie de faire référence à quelque chose que vous connaissez certainement, qui est l'effet placebo. Le placebo, donc, c'est cette substance inactive dont le seul apport est psychologique. Et dans environ 30% des cas, ce qui est vraiment pas négligeable, la croyance en la guérison suffit à guérir le patient. C'est-à-dire que même les douleurs disparaissent.
Un placebo est aussi efficace que la morphine dans 54% des cas. Et dans une expérience, on a administré à des malades du cancer un placebo présenté comme une chimiothérapie, et 33% d'entre eux ont intégralement perdu leurs cheveux. C'était en fait du sucre qu'ils absorbaient. Alors à travers ces exemples, vous pouvez encore mieux comprendre l'importance de notre psychisme et des représentations qu'on se fait de la réalité, qui sont peut-être encore plus importantes que la réalité elle-même. C'est la manière dont on s'y rapporte. Alors justement, dans cet ouvrage de neurologie et philosophie, ce que fait Mathieu Ricard, c'est qu'il propose une synthèse de ce que la philosophie et la psychologie scientifique nous apportent aujourd'hui au sujet du bonheur. Le but étant de proposer un bonheur accessible à tous, donc quelles que soient nos richesses matérielles, culturelles, quel que soit notre passé, quel que soit notre milieu, et de montrer qu'il y a quelques grands principes qui permettent de l'atteindre et qui donc on les retrouve au fil des siècles dans toutes les philosophies. Il s'agit de travailler son mental, de travailler sa présence et son ouverture sur le monde, sa concentration sur l'instant présent, sa capacité d'altruisme et générosité. Surtout, il montre, on va en parler dans la suite de la vidéo, comment apprendre à contrôler les émotions perturbatrices, par exemple le désir excessif, la haine, la jalousie, le stress, et comment apprendre à réguler l'activité cérébrale pour produire justement les émotions positives par une pratique régulière, dont lui est le champion en particulier, qu'est la méditation. Alors comme de nombreux médecins, Mathieu Ricard nous rappelle aussi que l'état de bien-être psychique favorise la santé du corps. Comme le disait déjà ironiquement Voltaire à l'époque des Lumières, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Ça peut sembler une simple boutade, mais donc on sait aujourd'hui à quel point c'était une intuition juste et vérifiée. Pour poursuivre donc avec cette approche neurologique, je vous recommande aussi l'ouvrage de ces deux neurologues américains, Rick Hanson et Richard Mendius, qui expliquent dans leur best-seller, traduit dans un très grand nombre de langues, le cerveau de Bouddha, comment justement influencer nos émotions en façonnement notre cerveau par la neuroplasticité. Neuroplasticité, c'est un concept intéressant à travers lequel ils expliquent que notre matière cérébrale change sous l'effet de nos pensées. Par exemple, le cerveau d'un chauffeur de taxi ou le cerveau d'une violoniste ou encore celui d'un aveugle n'a pas la même anatomie. Certaines zones sont hypertrophiées, d'autres atrophiées. Ce qu'on a découvert, c'est que les personnes les plus zen, les plus sereines, dont on a étudié le cerveau, ont aussi un cerveau qui est configuré différemment et justement configuré pour limiter les états psychiques toxiques et négatifs et maximiser l'état de bien-être. Ce que nous expliquent ces neurologues, c'est que justement pour ne pas déprimer inutilement, pour ne pas s'affoler inutilement, pour limiter nos souffrances, il faut apprendre à développer, on peut apprendre à développer notre bien-être, nos capacités d'amour, de sérénité, de santé, et il nous explique justement comment configurer notre cerveau pour le bonheur, pour l'amour et pour la sérénité. C'est une sorte de mode d'emploi du cerveau qui ouvre des voies nouvelles à l'homme du XXe siècle, avec une prise de conscience progressive du fait qu'il y a une sorte de chimie cérébrale qui explique notre humeur. Alors déjà au XXe siècle, on avait fait des découvertes progressivement dans ce sens. On peut penser ici au cas assez terrible de ce serial killer, Charles Whitman, connu pour avoir perpétré le massacre de l'université du Texas, où monté sur un toit en août 66, il tire à vue sur un maximum d'étudiants, il fait 16 morts, 32 blessés. Il avait laissé une note demandant à ce qu'on autopsie son cerveau après sa mort. Et ce qui a révélé l'autopsie, c'est qu'il avait une tumeur sur l'hypothalamus qui appuyait sur la zone du cerveau, les amygdales, qui est justement dédiée au comportement violent et agressif.
Donc il était dans un état de rage et d'agressivité permanente qui lui donnait envie avant tout de tuer, puis de se tuer. Alors lorsqu'on n'est pas justement tout à fait serein, on peut s'entraîner à faire comme si, pour ancrer en quelque sorte des dispositions positives en nous et gagner en sérénité. Tout le monde connaît évidemment les exercices de bodybuilding qui visent à entraîner et à sculpter le corps, mais peu connaissent et peu pratiquent les exercices de mind training qui, eux, visent à entraîner notre esprit. Alors attention, hein, ces exercices n'ont pas du tout pour but de devenir plus intelligent. Leur but est uniquement de diminuer la souffrance et d'augmenter le bonheur au quotidien. Il s'agit en quelque sorte d'entraîner notre esprit à être heureux. Et ce que nous expliquent donc ces neurologues, c'est que notre cerveau est bêtement configuré pour nous faire souffrir, que c'est même la logique de son fonctionnement. Pour comprendre cette idée, en fait, on va faire un petit retour en arrière de quelques millions d'années pour simplement expliquer que notre cerveau actuel est l'héritage de celui de nos ancêtres qui, pendant des centaines de millions d'années, ont eu pour unique programme la survie. Et que notre cerveau, en fait, a été conçu pour deux stratégies qui sont, un, éviter les dangers, deux, saisir les opportunités. C'est-à-dire repérer tout ce qui est favorable à notre survie et échapper à tout ce qui est défavorable. Donc éviter ce qui est nuisible, que ce soit les prédateurs ou la honte, et puis chercher tout ce qui est bon, que ce soit les bananes ou l'amour. Autrement dit, comme ils disent, éviter le bâton et courir après les carottes. Et notre cerveau donc est programmé pour générer de la douleur et de l'angoisse à chaque fois qu'un bâton se présente, à chaque fois qu'un danger menace. Notre cerveau est conçu pour éviter le bâton, et beaucoup plus que pour chercher la carotte, puisqu'évidemment ce sont les expériences négatives et non les positives qui vont déterminer notre survie. Manquer une carotte, par exemple, je sais pas, à l'occasion de manger ou de s'accoupler, certes c'est dommage, mais c'est pas rédhibitoire puisque d'autres opportunités vont se présenter. Alors que ne pas réussir à éviter un bâton par un prédateur, ça se paye de notre vie. Ce qui découle de ça, c'est que nous sommes programmés pour faire très attention aux expériences négatives. Et nous descendons donc de ceux qui ont survécu, c'est-à-dire de ceux qui étaient les plus paranoïaques. Et donc nous avons une grande sensibilité, vous l'avez sans doute remarqué, aux émotions négatives, aux informations négatives, et notre cerveau a tendance à procéder à un stockage ultra prioritaire des expériences négatives pour les fixer, alors que il agit de manière différente avec les expériences positives. Eux disent qu'il agit comme du téflon avec les expériences. Il agit comme du velcro avec les expériences négatives, alors qu'il a tendance à agir comme du téflon avec les expériences positives qui, elles, ont tendance à glisser. Vous savez qu'il est beaucoup plus facile d'acquérir un sentiment négatif que de s'en défaire. C'est pourquoi les mauvaises expériences, les mauvaises informations qui circulent ont toujours beaucoup plus de poids que les bonnes. Dans le domaine relationnel, il faut environ 5 interactions positives pour compenser une seule interaction négative avec quelqu'un. Notre cerveau a intérêt en quelque sorte à générer une sorte d'anxiété sous-jacente, désagréable, qui peut être très intense chez certaines personnes, certains se reconnaîtront, et donc à souligner nos échecs passés, à minimiser nos capacités, à exagérer les obstacles à venir, et tout cela à la base pour favoriser la survie. Le résultat,
c'est que nous avons tendance à nier nos vraies possibilités et capacités d'avenir, à préférer nous rejouer en boucle les mauvais scénarios passés dans notre cerveau, et que nous vivons du coup une vie, somme toute, beaucoup plus étroite que celle que nous pourrions vivre en réalité. En quelque sorte, notre cerveau agit comme un simulateur qui passe en boucle les mauvais scénarios. Il veut que nous voyions des bâtons partout pour nous protéger. Par exemple, nous ne laissons plus notre cœur parler de peur d'être rejeté après une mauvaise expérience. Vous avez remarqué que même la nuit, dans nos rêves, notre cerveau continue à simuler des situations qui, en quelque sorte, augmentent notre souffrance. Même quand nous dormons, il ne cesse de bâtir des structures neuronales qui renforcent des émotions douloureuses pour nous pousser à esquiver les bâtons et qui augmentent notre stress. Alors, à cause de ces mécanismes cérébraux, c'est pour ça que c'est intéressant de les comprendre, nous avons tendance à surréagir de manière surdimensionnée à des événements qui ne le méritent pas. En gros, vous avez remarqué que dans tout un tas de situations, somme toute très banales du quotidien, notre cerveau donne l'alarme, comme lorsqu'un dinosaure s'approchait de nos ancêtres pour les dévorer. Même si c'est ridicule et disproportionné, des fois pour 3 fois rien, il y a les hormones du stress qui déferlent des situations totalement anodines. On s'emballe parce que le type devant ne démarre pas assez vite au feu rouge, parce qu'on s'est fait doubler dans la queue pour la cantine, ou qu'on nous a marché sur le pied, ou que notre typex fuit. On se laisse envahir par la colère, on a tendance à interpréter les choses dramatiquement. Et si vous songez à la façon dont vous réagissez à un événement quand vous êtes contrarié, énervé, fatigué, et à la manière dont vous y repensez une fois calmé de l'extérieur, vous voyez que c'est fort dommage. Donc le but, ce serait d'arrêter de vivre comme des mammifères poursuivis par des dinosaures, de réussir à inverser le velcro et le téflon, et d'être plus du côté de la carotte que du bâton. Pour ça, évidemment, toute cette littérature psycho-philo scientifique sur les conditions cérébrales du bonheur sont assez intéressantes, je vais juste essayer de résumer en quelques phrases. Je vais vous donner 5 des conseils, on va dire, les plus fréquents qu'on retrouve dans ce type d'approche et d'ouvrage. 5 conseils. Donc le premier conseil, c'est de travailler tout bêtement. Il y a une sorte de consensus là-dessus. C'est un thème que vous avez forcément entendu parler un jour ou l'autre. C'est de travailler sur la contraction musculaire. Désolé, j'entends mal ce que vous me dites. Hop, désolé, petit bug. C'est Siri qui s'est invité dans la vidéo. Donc, si possible, plusieurs fois par jour, tout bêtement, faire des exercices de décontraction musculaire, parce que quand les muscles sont détendus, la tension diminue et le cerveau se calme. Ou encore, pour ceux qui en sentent le bénéfice, sur qui ça marche aussi, visualiser quelque chose d'apaisant. Un autre petit clin d'œil ici, ça peut être une image, un paysage, une couleur ou autre. Deuxièmement, travailler à développer notre altruisme, thème philosophique au cœur de la morale, qui peut sembler a priori déconnecté de la question du bonheur, mais qui en fait l'est de manière essentielle. Pourquoi peut sembler déconnecté? Parce que c'est évidemment beaucoup moins spontané que de développer notre égoïsme. Et pourtant, c'est beaucoup plus rentable pour développer un état de satisfaction durable. L'égoïsme, on le sait tous, depuis qu'on a 4 ans, apporte une satisfaction immédiate, mais peu durable, parce qu'il a des retombées négatives, qui peuvent être par exemple la mauvaise conscience, ou bien la mauvaise réputation. Et apprendre à prendre soin des autres autour de soi, ça coûte, c'est plus difficile, mais paradoxalement c'est plus rentable parce que ça aide à prendre soin aussi de notre bien-être intérieur, parce que ça permet de développer une image de soi positive, voire glorieuse, qui génère donc des états d'esprit positifs, par exemple de la fierté, puis aussi des retombées comme de la gratitude, des retombées positives relationnellement. Comme dit un proverbe que j'aime beaucoup, on n'a vécu que à la hauteur de ce qu'on a donné.
Troisièmement, si on a tendance à être pessimiste et négatif, on peut apprendre, je vais vous expliquer cette drôle d'image, à ne pas se décocher la deuxième flèche. C'est-à-dire à ne pas surréagir face aux difficultés et à ne pas nous envoyer nous-mêmes une deuxième flèche quand on en a reçu une première. Alors la première flèche, elle correspond à toute expérience négative que nous vivons. Par exemple, se cogner l'orteil dans une chaise la nuit, pieds nus dans l'obscurité. Et la deuxième flèche, elle correspond en quelque sorte à notre réaction à cette situation. Par exemple, le fait d'éprouver de la colère, de crier avec rage « Non mais qui a déplacé cette chaise ?» et de chercher un ennemi potentiel pour l'insulter. Le plus souvent, on a tendance à ajouter une souffrance morale inutile à la douleur physique et ça marche aussi pour les douleurs non physiques. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, on a tendance à doubler ça d'une sorte de colère ou de vexation inutile. Des fois même, notre cerveau a tendance à nous pousser à envoyer une deuxième flèche alors qu'il n'y a pas eu la moindre première flèche. C'est-à-dire que nous inventons carrément une première flèche par excès de négativité, ce qui est vraiment un comble. Alors on peut faire des exercices là aussi pour apprendre le plaisir de repérer les flèches et puis de les esquiver. Alors déjà Épictète, encore lui, non, Épictète je vous ai déjà montré son visage, on va revoir des textes de lui en classe. Dans l'Antiquité, donc expliquait dans son manuel que ce qui compte, ce ne sont pas les choses que nous vivons, qui elles d'ailleurs ne dépendent pas de nous. Ce qui compte, c'est la façon dont nous les vivons. Et ça dépend de nous. Par exemple, il ne dépend pas de nous, nous dit-il, de nous faire éclabousser désagréablement par des idiots quand nous allons à la piscine. Mais ce qui dépend de nous, c'est de ne pas nous énerver et de rester calme pour continuer à nager agréablement. Et en un sens, on pourrait dire que du coup, ce qui compte, c'est de rester maître de notre âme. C'est là que je vais faire référence à ce sage Nelson Mandela, qui, vous le savez, enfermé pendant 27 ans dans une cellule de prison, justement a réussi à garder l'optimisme et la force d'âme nécessaires qui ont fait de lui ensuite cette figure éblouissante. Et donc Nelson Mandela, qui se récitait ce poème de Henley, merveilleux, on avait commencé à voir en classe avec certains d'entre vous, poème intitulé Invictus, donc invaincu, et dont, si on devait résumer l'esprit à deux vers, ce serait cela: je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et on peut aussi à nouveau utiliser une citation assez merveilleuse qu'on avait vue ensemble dans le cours sur la liberté, celle de Nehru, qui, rappelez-vous, comparait dans une métaphore très inspirante notre existence à une partie de cartes, et qui nous expliquait que si on ne choisit pas les cartes qui nous sont distribuées, néanmoins, ce qu'on choisit, c'est la manière dont on va jouer avec. Alors tout ceci se recoupe toujours pour aller dans le sens du fait que ce qui compte, c'est pas tant ce qui nous arrive, ce que nous vivons, que la manière dont nous le vivons. Et donc que les conditions du bonheur sont beaucoup plus spirituelles que factuelles. Quatrièmement, avant d'en venir au quatrièmement, je voulais aussi réévoquer cet homme dont on a plusieurs fois croisé le chemin en classe, Nick Vujicic, qui donc, rappelez-vous, dans cette vidéo No Arms, No Legs, nous montre que voilà, on peut, en étant né sans bras et sans jambes, donner une leçon de bonheur. Lui la donne à la jeunesse australienne, en expliquant justement que c'est toute la beauté de son cheminement. La clé du bonheur est dans l'acceptation et dans la maximisation de ce qu'on a, plutôt que dans la focalisation sur ce qu'on n'a pas. Alors, quatrièmement, cette fois, on peut s'exercer à sourire. Développer une sorte de philosophie du sourire qui peut, au premier abord, sembler assez niaise,
mais qui est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Pour aider notre cerveau, nous pouvons tout simplement nous forcer à sourire le plus souvent possible. Alors si je devais vous donner 3 bonnes raisons de sourire, je dirais d'abord que de la même manière que la façon dont nous respirons, ou la façon dont nous nous tenons, plus ou moins droit ou avachis, le sourire exerce en quelque sorte une influence sur notre état d'âme. Le fait de sourire, en fait, tout bêtement, nous met dans une meilleure disposition et nous rend plus forts. Vous le savez, quand notre cerveau est bien, il commande à notre visage de sourire. Ça peut même être irrépressible quand on se sent très bien. Mais ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand notre visage sourit, eh bien, notre cerveau est plus heureux. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Qui ici, en plus, est intéressante parce qu'elle facilite l'accès à la santé dont on parlait tout à l'heure. On sait que les gens qui sourient plus ont statistiquement une meilleure défense immunitaire. Alors pourquoi s'en priver? Une autre raison de sourire, c'est que ça attire de bonnes choses. C'est comme un aimant sur le plan humain. Quand vous souriez, vous le savez, on vient davantage vers vous, on vous accorde davantage d'aide, d'attention. Vous avez peut-être expérimenté le fait que quand on se promène avec un petit sourire sur les lèvres dans la rue, les gens nous disent bonjour. Si vous essayez de faire 2 fois la même démarche, une fois en faisant la tête, puis une fois en souriant, vous savez que vous allez aussi vite voir la différence de résultat. Le troisième argument, il sera d'ordre esthétique. On sait que faire la tête rend le monde un peu plus moche, alors que sourire rend le monde un peu plus beau. Peut-être rien qu'un tout petit peu, mais un petit peu quand même, et qui n'a pas envie de vivre dans un monde plus beau. Cinquièmement, donc dernier conseil, on peut s'efforcer aussi de penser à la mort. Alors ça peut sembler choquant, et même contradictoire à première vue, mais se rappeler qu'on va mourir un jour peut aider à être plus heureux, parce que c'est ce qui peut nous aider à plus profiter de l'instant présent. Déjà, rappelez-vous, Pascal, dans les Pensées au XVIIe siècle, nous expliquait que l'homme en fait se rend malheureux en fuyant la réalité, en fuyant ce sentiment que vous connaissez sous le nom de sentiment de finitude. Et Pascal, vous le savez, à travers sa thèse du divertissement, condamnait cette tendance qu'a l'homme à vivre dans l'illusion permanente pour justement ne pas penser, pour ne pas sentir le temps qui passe, pour oublier qu'il va mourir. Et ce qu'on avait vu dans le cours sur la conscience, c'est que les sages nous invitent de tout temps à pratiquer ce qu'on appelle la méditatio mortis, la méditation sur la mort, à la fois pour apprendre à vivre plus calmement avec l'idée de la mort, et pour générer des états d'esprit positifs. Puisqu'évidemment, il ne s'agit pas du tout de penser à la mort de façon morbide, pour se lamenter, mais juste de se rappeler qu'on va mourir pour être poussé à profiter davantage de l'instant présent. C'est ce qui génère la philosophie du carpe diem. Celui qui se souvient qu'il va mourir réalise mieux qu'aujourd'hui est un cadeau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le présent, parce que c'est un présent. Et que chaque moment compte et qu'il ne faut pas perdre de temps à se lamenter. Alors je vous ai aussi remis une image de cette merveilleuse scène avec le professeur Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus, qui donne justement une leçon autour du carpe diem à ses élèves. Alors, nous disions au début du cours, au début de la première vidéo, souvenez-vous que le bonheur est peut-être le critère ultime d'une vie réussie, ce qui fait qu'elle a mérité ou non d'être vécue. On pourrait, pour terminer, dire que peut-être que ça vaut pour chaque journée de notre vie. Et que ce qui fait que chaque journée, même quand elle a été difficile, même quand elle a été ponctuée de moments pénibles, a quand même valu d'être vécue, c'est peut-être précisément les moments de bonheur qu'on a pu y trouver, et qui nous revient justement de générer. Peut-être que ce sont finalement ceux qui restent, et ceux sur lesquels on devrait revenir plus que sur les mauvais moments. C'est pourquoi on devrait peut-être tous tenir, je sais que certains d'entre vous le font déjà, un cahier de gratitude dans lequel on note chaque soir, dans un petit moment qui n'est rien qu'à nous, tout ce qui a pu nous toucher, nous réjouir, donner de la valeur à cette journée,
Pour moi, ça pourrait être les paroles touchantes d'un élève à la fin d'un cours, un fou rire partagé avec mes enfants, le soleil qui réchauffe la peau, un bon moment partagé avec mon compagnon, une musique écoutée en pédalant, un bon film, une bonne pomme. Ça peut être de petites choses, mais qui du coup ont beaucoup de prix. Alors je vous invite tous à tenir votre cahier de gratitude existentielle pour justement formater votre cerveau spirituellement pour le bonheur, sans négliger donc évidemment les conditions matérielles, développer au maximum les conditions spirituelles. Et donc comme ça on pourra se retrouver la semaine prochaine avec le sourire et puis cette précieuse disposition à développer tout ça autant que possible. Et puis du coup, on goûtera d'autant plus à ces textes, à ces beaux textes de philosophie sur le bonheur qui nous attendent. Voilà. Je vous laisse sur donc plein de vœux de bonheur et de carpe diem. À la semaine prochaine. Au revoir.